Et ensuite Mélanie. Alors, bonjour Michel. Michel est Bonjour. détenteur d'une maîtrise en sciences biologiques et il est directeur général de la fiducie de la conservation des écosystèmes de la Naudière. Avant d'occuper ce poste, il a œuvré dans un laboratoire de recherche en écologie forestière à l'Université du Québec à Montréal. Il a été rédacteur en chef du magazine Nature sauvage pendant plus de 10 ans, tout en publiant des ouvrages documentaires, des essais et des guides de terrain sur la flore et la faune du Québec. Alors, Michel, je te cède la parole. Merci beaucoup, Philippe. Je vais partager mon écran. Alors, juste besoin que quelques personnes me fassent oui, oui, ça marche, ça fonctionne bien. On va reculer. Donc, en 8 à 10 minutes, je vais essayer de faire du speed dating en vous expliquant à quoi ça sert, au fond, les corridors écologiques. L'histoire commence avec le morcellement du territoire, donc avec l'arrivée, dans le fond, si on parle spécifiquement du Québec, avec l'arrivée des premiers Européens. On voit assez clairement sur l'image qu'en termes d'écologie, la situation qui est en A dans la vignette est vraiment différente de la situation qui est en D. Si on imagine que chacun des pixels en vert est un morceau de milieu naturel, peu importe que ce soit une forêt ou un milieu humide. Avec l'avancée du territoire, donc le développement de résidentiel, commercial ou industriel, on s'aperçoit que progressivement, c'est un phénomène qui est assez insidieux, on perd des éléments de la matrice naturelle, puis on se retrouve en D dans une situation où on se trouve avec des habitats résiduels sur un territoire qui est largement dominé par l'humain. En termes il y a deux phénomènes principaux qui sont intéressants quand on parle de fragmentation. Sur l'illustration en haut, on voit clairement que de manière mathématique ou arithmétique ou géométrique, là, utilisez l'adverbe que vous voulez, quand on segmente en deux un morceau de territoire d'un seul tenant, mais artificiellement, on augmente la proportion d'habitat de lisière. Donc, l'habitat que vous voyez qui est en vert pâle, au détriment de l'habitat d'intérieur de forêt. Donc, on avantage une cohorte d'espèces, donc des végétaux ou des animaux qui sont dans de l'habitat de lisière, qui préfèrent l'habitat de lisière au détriment des espèces qui habitent l'intérieur des forêts. Ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, sur l'image en bas, on voit assez bien que quand on fait jouer le temps dans un modèle de fragmentation aussi, on s'aperçoit qu'à gauche, vous voyez que l'habitat est suffisamment grand. Donc, même si au fil des décennies, au fil des années, l'habitat, on va perdre des espèces, l'habitat est suffisamment riche en milieu pour recoloniser, pour que des espèces viennent recoloniser ce milieu-là. Au contraire de l'habitat à droite qui est trop petit, où les espèces vont disparaître, donc il va y avoir une extinction locale de l'espèce en question, puis les espèces ne reviendront pas parce que c'est ce qu'on appelle en écologie une trappe écologique. Donc, il n'y a pas assez de milieu de qualité pour que les espèces puissent revenir se reproduire dans cet habitat-là. En sciences, on a essayé de trouver la question critique, c'était la question à 100 000 $, c'était c'est quoi le seuil critique qu'on doit maintenir, c'est quoi le seuil critique d'habitat de milieu naturel qu'on doit maintenir dans un territoire, peu importe l'échelle, pour qu'on puisse garder la biodiversité dans notre région ou dans la municipalité. Le consensus scientifique est entre 30 et 50 %, le seuil critique de 30 % étant la borne inférieure, si vous voulez, du maintien des milieux naturels dans un territoire. Qu'est-ce qui se passe en dessous de 30 %? Bien, on l'a vu, on isole les habitats résiduels et il y a une perte de connectivité naturelle du territoire. Donc, c'est un phénomène qui est mathématique, arithmétique. S'ensuit le déclin de la biodiversité des espèces, mais aussi de leur patrimoine génétique parce qu'on les a isolés presque comme des îles océaniques, donc avec une régénération qui est difficile du point de vue génétique. Puis enfin, pour les humains, la conséquence, c'est aussi le déclin de la résilience des systèmes naturels. Donc, tous les services écologiques que les systèmes naturels nous apportent, donc filtration de l'air, filtration de l'eau, etc., ben, on a avec une proportion sous le seuil de 30 %, on a plus de difficultés de maintenir la résilience de nos systèmes naturels à jour comme ça. Deux petites diapos sur les termes qu'on utilise souvent dans notre milieu. Donc, ça va nous permettre d'alimenter la discussion plus tard. Donc, c'est un vocabulaire que vous allez probablement nous entendre prononcer, vous allez prononcer. C'est quoi la connectivité écologique? Bien, c'est le mouvement, évidemment, sans entrave des espèces végétales ou animales entre les parcelles d'habitat, puis aussi le mouvement du flux des processus naturels qui soutiennent la vie. Processus naturel, c'est peut-être un petit peu moins clair dans votre esprit, mais c'est au fond penser à la photosynthèse, par exemple, ou le recyclage des éléments nutritifs, le cycle de l'azote ou le cycle du carbone. Donc, les flux de ces processus-là qui maintiennent la vie sont aussi importants que le mouvement des espèces comme telles. L'Union internationale de la conservation de la nature, en 2020, a sorti cette définition-là du réseau écologique qui
qui est, à mon sens, très précise, très efficace. C'est un ensemble d'habitats qui est essentiel et puis qui sont reliés par des corridors. Le réseau doit être établi, restauré au besoin ou bien maintenu pour conserver la diversité biologique. Avec un réseau efficace de corridors écologiques, on réussit à conserver donc la connectivité entre les habitats et donc la diversité écologique. On maintient une large part des services écosystémiques que nous offre la nature. On en a parlé tout à l'heure. Là, la liste est pratiquement sans fin. Là. On pourrait continuer pendant toute la période pour juste vous donner des exemples de services écosystémiques offerts par la nature. Puis enfin, un réseau efficace, ça limite l'impact négatif du changement climatique sur les espèces et les communautés. En général, on estime qu'il y a un déplacement vers le nord des aires de répartition d'à peu près 45 km par décennie. Donc, si je calcule bien, ça fait 4,5 km par année. On l'a bien vu dans la simulation que Catherine vous a montré tout à l'heure, de comment les niches écologiques, donc les aires de répartition, sont appelées à se déplacer rapidement dans le futur. Au Québec, donc, sans surprise, c'est évidemment dans la vallée du Saint-Laurent où la connectivité écologique est la plus faible et qu'elle doit être rétablie parce que c'est là qu'on s'est établi de façon majoritaire. Et il y a diverses analyses scientifiques, là, diverses études qui ont été menées avec différents outils. On n'embarquera pas là-dedans parce que c'est pas, on n'a pas le temps de le faire. Mais au fond, sachez qu'on s'intéresse beaucoup à savoir où sont les corridors prioritaires qu'on devrait maintenir, qu'on devrait restaurer dans la vallée du Saint-Laurent pour faciliter les mouvements fauniques ou des végétaux. Là, vous voyez, ça, c'est une étude qui a été faite à l'échelle de toute la vallée du Saint-Laurent pour 5 espèces cibles animales, là, des mammifères et des reptiles amphibiens. Une autre étude intéressante, parce qu'évidemment, plus la densité de population est grande, plus le développement économique est marqué, par exemple dans le sud-ouest du Québec, c'est là évidemment qu'on retrouve le plus d'impact, puis là où la connectivité est la plus faible. Puis on s'aperçoit que non seulement, comme on l'a vu tantôt, la superficie d'un territoire, c'est important pour le maintien de la biodiversité, mais aussi la configuration spatiale des habitats. Sur cette image-là, vous voyez que, dans le fond, si on avait qu'à 5 à prioriser dans le Grand Montréal écologique, c'est surtout les habitats principalement qui sont orientés sud-ouest, nord-est pour faciliter le passage des animaux et des végétaux à travers, dans le fond, la trame très urbaine de la grande région métropolitaine. Catherine vous en a parlé tout à l'heure un peu. L'initiative Corridor écologique, dans le fond, c'est un exercice de mobilisation à l'échelle de tout le Québec méridional pour nous permettre de contribuer à faciliter les mouvements des espèces du nord vers le sud. Et là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins d'exemples comme ceux que je vais vous apporter. Là, j'ai 2 exemples, une galerie des aurores un peu. Vous voyez, ça, c'est la ville en fait, c'est la couronne nord de Montréal en 84. Donc, regardez dans le nord-ouest, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, là. Vous voyez ici, dans l'entour de la ville de Blainville, mais dans le fond, c'est ce qui a disparu depuis cette année-là, essentiellement le long de l'autoroute des Laurentides, puis de la route 117, ça s'est développé de façon importante. On le voit que ça, c'est à l'échelle supramunicipale, c'est à l'échelle régionale, mais il y a aussi des cas qui sont documentés dans des municipalités comme telles où la main gauche ne fait pas exactement le même travail que la main droite. Peu importe, c'est une municipalité dans l'Estrie où on voit ici en 2005 qu'il y a des efforts qui ont été mis pour protéger le grand morceau de territoire que vous voyez au centre ici, qui est un territoire de 135 hectares environ, et où en 2020, malheureusement, on a fait passer une route à travers, donc on a bloqué la connectivité écologique, puis on a construit un développement résidentiel un peu plus au nord. Là. Vous voyez, donc, la situation actuellement, c'est celle-ci. On a commencé par construire cette route-là, qui était un premier frein à la connectivité des espèces, puis dans un deuxième temps, on a ouvert un nouveau développement résidentiel. Donc, l'initiative Corridor écologique, entre autres, vise à ce qu'il y ait moins d'événements comme ceux-là, même à l'intérieur d'une municipalité, mais qu'il y ait plus d'initiatives à grande échelle positives. On voulait finir, en fait, je voulais finir par des exemples qui sont positifs. Ça, c'est le territoire d'action de Corridor Appalachien en Montérégie-Estrie. Puis, vous voyez, ce qui est en vert, c'est les grands noyaux de conservation du réseau. Puis, en mauve, les corridors écologiques qui ont été identifiés. En quelques décennies, en très peu de temps, au fond, Corridor Appalachiens avec Conservation de la Nature Canada, puis une quinzaine d'organismes qui sont fédérés autour d'eux, des MRC, des municipalités, ont réussi à mettre sous protection 15 000 hectares. Donc, c'est vraiment majeur. C'est à grande échelle, donc
à l'échelle d'un grand territoire. Sur la diapo, vous voyez, les aires protégées en rouge sont de tenure privée et celles qui sont en bleu sont en tenure publique. Et là, je finis même avec des exemples à petite échelle. Là, vous allez me permettre d'être un peu chauvin ce midi, puis de vous parler de ma région de la Naudière, où on a fait un exercice de modélisation à petite échelle, mais quand même en regardant en modélisant les déplacements d'oiseaux entre des noyaux de conservation. Puis ici, entre les noyaux 7 et 8 qu'on a identifiés, on a vu un très beau territoire ici, un très beau corridor qui était naturellement peu fragmenté, très propice à la circulation des espèces, mais il nous manquait un petit 350 mètres ici de coupure à travers une route provinciale. Alors, on s'est attelé à parler avec l'agriculteur en question qui a accepté qu'on puisse renaturaliser, revégétaliser ce corridor-là qui est 350 mètres de long par 100 mètres de large et un peu plus. Et donc, à petite échelle, avec un budget d'environ 15 000 bien, mes collègues de la fiducie, ils sont en train actuellement, pendant que moi je suis assis bien au frais, en train de vous parler de connectivité, eux sont en train de planter des arbres actuellement puis de les protéger. Donc, à très peu de frais, on est capable de faire des initiatives comme celle-là qui vont avoir un retentissement certain pour la connectivité de deux grands noyaux de conservation. Donc, c'est pour mettre la table un peu sur la discussion et de ne pas craindre que même des petits projets à petite échelle peuvent quand même contribuer grandement à la connectivité d'un territoire. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'était très clair, je pense, pour celles et ceux qui étaient peut-être moins familiers avec le concept. Me permet de commenter ou de retenir quelques éléments là, pour faire les liens avec les questions de la stratégie nationale. Parce qu'au début de notre série, on a tenu des événements conservation. On a parlé des enjeux de conservation à l'échelle québécoise, alors que tu nous as parlé essentiellement là, de la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est quand même le Québec habité. Alors, c'est là où il y a des liens qui seront très importants à faire là, pour nous, là, dans le Grand Sud, entre les milieux de vie et les milieux naturels. Puis la deux, c'est juste une remarque, mais la deuxième chose, c'est surtout, tu as parlé beaucoup de faire attention à ne pas défaire de la main droite ce que la main gauche fait. Tu as montré des exemples. Alors, je pense qu'on, sans pointer du doigt des mauvais joueurs ou des gens qui sont de mauvaises intentions, parce que je pense que ce n'est pas là, c'est pas l'enjeu, c'est de dire, est-ce que notre gouvernance ou est-ce que nos outils sont adaptés pour atteindre les objectifs de conservation, alors que les municipalités, on parle de municipalités, ont des enjeux de développement chacune chez elles. Est-ce que c'est correct que chacune des municipalités ait des visites de développement? Est-ce que ça doit appartenir aux municipalités? Ça doit être un peu mieux planifié à une autre échelle. Alors, je veux juste mettre sur la table la question de la gouvernance des pouvoirs, parce que c'est vraiment là-dessus, je pense qu'on peut construire quelque chose par rapport à la stratégie en urbanisme de se poser des questions fondamentales. Alors, c'était mon petit éditorial à moi. Mais maintenant, puisque tu as montré la carte du territoire de corridor appalachien, on va passer la parole à Mélanie Lelièvre, que je salue. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Et bonjour, Mélanie. Donc, je te présente. À titre de directrice générale, tu participes au développement de l'ensemble des activités